Bonjour, bienvenue au podcast Connexion Primordiale avec Paul Landon, créateur de l'IMP, dans une série un peu particulière qui s'appelle En balade avec Paul. Et en ce moment, on est en train d'étudier les 7 dimensions de l'intelligence des Denison, de l'éducation kinesthésique. La dimension du jour, c'est la dimension qu'on appelle la dimension de la motivation. La dimension de la motivation. Le mot-clé, c'est attitude. Alors la motivation, c'est un sujet qui fait couler de l'encre, c'est un sujet passionnant parce qu'effectivement, on peut imaginer, on parle des 7 dimensions. Imaginons que quelqu'un a ces 6 autres dimensions qui sont parfaitement équilibrées. Excellente latéralité, centrage, focalisation, les os du crâne, ça fonctionne bien, la respiration, il mange sainement et tout, bonne régulation corporelle. Tout est absolument parfait, mais pas de motivation. Attitude intérieure qui ne permet pas une bonne motivation. À ce moment-là, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'avoir, on va être très réducteur, d'avoir un corps qui fonctionne bien si dans la tête ça ne veut pas y aller. C'est quoi l'expression ? Il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Voilà, c'est un petit peu ça. Et cette histoire de motivation nous intéresse énormément dans le monde d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous motive ? Quels sont nos moteurs ? Il y a une expression à la mode en ce moment, c'est le drive, parce que tout le monde aime parler anglais maintenant, c'est la mode. Qu'est-ce qui te drive ? Qu'est-ce qui te conduit ? Qu'est-ce qui te pousse en avant ? Pourquoi on emploie ce mot drive ? Il suffit de dire motivation. Alors on va commencer par tout simplement une définition qui est absolument géniale, que vous devez tous déjà connaître, c'est émotion. Émotion, c'est ce qui me met en mouvement. Le but des émotions, c'est de me mettre en mouvement. S'il y a un danger, la colère arrive et ça me met en mouvement, l'attaque. S'il y a un danger, autre forme de danger, j'ai peur et je me sauve, autre forme de mouvement. Une émotion, c'est quelque chose qui me crée, qui me génère du mouvement. Et d'ailleurs, les scientifiques ne sont pas encore aujourd'hui d'accord, même si une des théories semble aujourd'hui plus valide qu'une autre, mais il y a eu ce grand questionnement pendant de nombreuses années, c'est est-ce que ce sont les émotions qui créent l'attitude corporelle ? Est-ce que c'est parce que j'ai l'émotion de colère que je prends la posture de colère, que le sang monte au visage, que j'ai les tensions, que j'ai les poings qui se ferment, etc. Ou est-ce que c'est parce que j'ai mon cœur qui s'accélère et des tensions corporelles que ça génère l'émotion de colère ? Autrement dit, qui de l'œuf ou de la poule ? Est-ce le corps qui va générer l'émotion ou l'émotion qui va générer l'attitude corporelle ? Aujourd'hui, ça reste un petit peu à discuter, controversé, etc. Mais néanmoins, aujourd'hui, on pense que c'est la deuxième chose qui est plus vraie. Scientifiquement, aujourd'hui, on pense que c'est plutôt les réactions corporelles et l'ensemble des réactions corporelles qu'on va identifier comme étant une émotion. C'est-à-dire que quand j'ai tension corporelle, plus sang au visage, plus poings ou mâchoire qui se crispent, je vais appeler ça colère et je vais ressentir de la colère. Et que quand j'ai le sang qui quitte le visage et qui va dans les jambes et que je me sens tout léger, tout faible et tout, on va appeler ça la peur. Et ainsi de suite pour toutes les émotions. Donc aujourd'hui, l'explication qui est plus soutenue scientifiquement, c'est que ce sont les réactions corporelles qui vont créer l'identification émotionnelle. Ce qui veut nous dire une chose que je trouve absolument intéressante, c'est que dans tous les cas, il faut travailler sur les deux composantes. Dès qu'on a une difficulté qu'on identifie comme une difficulté émotionnelle, il faut aller voir effectivement le thérapeute compétent pour apprendre à gérer ça. Je pense aux thérapies cognitives et comportementales, je sais pas quoi, à l'EMDR. Choisissez votre méthode qui vous parle le mieux, mais parallèlement, il faut s'occuper alors, vous voyez, on ne peut plus dire contrepartie, parce que contrepartie, ça sous-entend un peu que ça vient en second temps. Alors, il faut s'occuper de la partie, de la composante corporelle, c'est-à-dire que les émotions viennent aussi dans le corps. Et on sait aujourd'hui que, par exemple, grâce aux travaux sur le nerf vague, etc., de Porges et tout, on sait bien qu'il y a un impact majeur du système digestif sur les émotions, de la respiration sur les émotions, et que 90% des informations de ce nerf vague remontent. C'est-à-dire le nerf vague, c'est ce nerf le plus long du corps. C'est un des nerfs crâniens qui va du cerveau vers le corps. Et celui-ci, 90% des informations de ce nerf vague remontent. C'est-à-dire que le cerveau a besoin des informations qui se passent au niveau, on pourrait dire, viscéral. Et qu'en travaillant le diaphragme, la respiration, l'alimentation, on va avoir un impact majeur au niveau de la manière dont le cerveau appréhende notre environnement et au niveau, qu'on pourrait dire, émotionnel. Évidemment, pour tous ceux qui ont une compréhension un peu large des choses, ça signifie qu'il n'y a aucune séparation entre le corps et les émotions, entre le corps et l'esprit. Ce ne sont pas deux choses, ce ne sont même pas les deux faces d'une pièce de monnaie, c'est une seule et même chose.
J'en ai suffisamment parlé quand je définis un schème et quand un bébé fait une action, quand il veut attraper quelque chose pour le mettre dans sa bouche, on ne peut pas dire que c'est un geste physique ou que c'est un besoin émotionnel ou que c'est quelque chose de cognitif, c'est tout à la fois. Il fait un geste avec son corps qui lui donne une satisfaction émotionnelle et lui permet de mieux explorer cognitivement son environnement. C'est les trois à la fois. Il est impossible de dire « Ah là, le bébé fait juste un geste physique pour s'entraîner. Ah non, là, il prend du plaisir à jouer. Ah non, là, il explore son environnement. Ah non, là, il soulage un besoin physiologique. » Non. Tout ce que nous faisons est simultanément et une seule entité, physique, émotionnelle et corporelle. Donc quand je dis le corps humain, ça veut dire le corps, l'esprit humain, le mental humain. Quand je dis, les gens disent, parfois j'entends cette bêtise, l'intégration corps-cerveau. Et les gens entendent par là émotion, etc. Comme si le cerveau c'était l'aspect émotionnel et cognitif et que ce n'était pas avant tout un organe qui gère le corporel et toutes les glandes du corps et tous les machins. On entend corps-cerveau comme si le corps faisait pas partie du cerveau, comme si le cerveau ne faisait pas partie du corps. Enlevez votre cerveau, votre corps, vous allez voir ce qui se passe. Donc ça n'a pas de sens. Alors, abordons maintenant la manière dont Paul Denison voit cette motivation. Alors en IMP, on va parler beaucoup de la théorie de Deci et Ryan, de la motivation intrinsèque et extrinsèque, de tous ces mécanismes. Il faut savoir, ça peut surprendre beaucoup de gens, mais qu'aujourd'hui, la motivation, la compréhension des mécanismes de ce qui nous motive ou de ce qui ne nous motive pas, a été, mais alors énormément étudiée en psychologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on connaît très très bien les mécanismes de la motivation. Qu'est-ce qui motive un être humain? On a étudié les sportifs, on a étudié les enfants, on a étudié les gens en psychothérapie, on a étudié... mais il y a des milliers et des milliers et des milliers d'études sur le sujet. Ça veut dire, c'est assez dingue qu'on connaît très très bien tous ces mécanismes-là. Il y a des explications, des théories scientifiques absolument passionnantes sur le sujet de la motivation. Allez dans n'importe quel moteur de recherche du style Google Scholar ou PubMed et chercher motivation en anglais, ou Deci et Ryan, Deci c'est D-E-C-Y, ou D-E-C-I et Ryan, R-Y-A-N. Il y a des recherches et des recherches fabuleuses. Et pourquoi je dis que c'est dingue? Parce qu'on a ces recherches, on a un corpus sur la motivation, mais gigantissime, et on n'informe pas. Les instituts, les profs ne sont pas formés sur le sujet. Les médecins, les kinés, c'est pourquoi je dis les kinés, les médecins, parce que les gens sont censés faire un traitement, une rééducation qu'ils doivent suivre dans le temps. Donc il faut aller trouver ces ressorts. On va trouver des coachs qui sont parfois formés sur le sujet, mais je veux dire, tout le monde aujourd'hui, toute personne dans la relation d'aide devrait être hyper formée sur le sujet de la motivation. Tous les enseignants devraient être super formés sur ce sujet-là. Il y a aujourd'hui des ressorts, des moteurs, des connaissances physiologiques, psychologiques sur le sujet qui sont énormes et qui peuvent nous aider énormément. Paul Denison, à son époque, a déjà intégré tout ça dans l'éducation kinesthésique avec un paradigme éducatif, une approche spécifique depuis fixation d'objectifs, motivation intrinsèque de la personne, y compris des enfants avec qui on va travailler sur leurs propres objectifs, la capacité à mettre en place un programme personnalisé de mouvement à la maison. On a beaucoup de ressorts qui sont pris dans ces théories-là. On n'oublie pas que Paul Denison, c'est un universitaire à la base, donc il a beaucoup de connaissances sur beaucoup de sujets qu'il a pu appliquer lors de la création de l'éducation kinesthésique. Ajoutez à ça qu'il a travaillé avec une équipe pluridisciplinaire qu'il dirigeait. Donc aujourd'hui, les moteurs de la motivation sont très vastes, ça nous intéresse énormément en IMP, parce qu'en IMP, évidemment, une des choses les plus importantes, un des ressorts les plus importants de notre travail, c'est que les gens puissent pratiquer à la maison. C'est-à-dire que nous, en séance individuelle, quand on voit les gens, ou même en groupe, eh bien, on va faire des propositions, des observations, et notre seul but, c'est de montrer aux gens un certain nombre de choses qu'ils vont pouvoir pratiquer à la maison. Beaucoup de gens pensent que l'IMP est une méthode d'intégration des réflexes, et c'est quelque chose que l'on fait, c'est un outil, les réflexes, la connaissance que nous avons, la vaste connaissance que nous avons des réflexes archaïques, des réflexes de vie, etc., nous permet d'avoir une fenêtre, un point de vue sur le développement de la personne, sur son fonctionnement, etc., et de proposer des mouvements qui vont aller renforcer ce système réflexe, et enfin, pas renforcer le système réflexe, ils vont nous permettre de voir ce qui se passe à travers le système réflexe et savoir qu'on est en train de toucher du doigt quelque chose. Et donc cette compréhension-là est énorme. Et si on veut que les gens aient une amélioration au niveau de leur système réflexe, si je puis dire, eh bien, il faut qu'ils pratiquent à la maison. Il n'y a pas de secret. Et comment le bébé intègre ses réflexes? Par la pratique d'un certain nombre de mouvements, parce qu'il se retourne, parce qu'il bouge, parce qu'il explore son environnement, etc.
Donc il n'y a pas de technique magique qui permettrait de magie, intégrer les réflexes comme ça d'une seconde à l'autre, ou à la limite créer une pseudo-inhibition, oui, mais une réelle intégration, c'est pas possible, c'est la foutaise. Il faut du temps, que ce soit pour renforcer nos muscles, renforcer notre mental. Dans la vie, il faut du temps. On aimerait bien des solutions magiques, une potion magique, une panacée qui permettrait de soigner tous nos problèmes sans aucun effort, la pilule qui fasse maigrir, la pilule qui enlève la dépression et qui nous rend joyeux tout au long de notre vie. Malheureusement, ça n'existe pas. Le bébé va prendre du temps. Et j'insiste dans cet épisode puisqu'on parle de la motivation. Et la motivation, c'est quelque chose qui nous permet de tenir dans la durée. Donc qu'est-ce qui fait que je reste motivé jour après jour après jour? Qu'est-ce qui fait que chaque année, au mois de septembre, les gens s'inscrivent au club de gym, à la salle de gym, et les salles de gym savent ça. Et c'est pourquoi ils veulent vendre absolument des forfaits annuels, parce qu'ils savent que dans 2 mois, c'est bingo pour eux, 50% au moins des gens ne reviendront plus à la salle de gym. Et donc eux, ils ont eu un paiement annuel et les gens ne vont pas utiliser ce paiement. Vous savez très bien, en début d'année, les MJC sont remplis et puis fin octobre, c'est bon, on est peinard. On retrouve un peu cette effervescence au mois de janvier quand les gens prennent la bonne décision du mois de janvier. Ça y est, c'est bon, cette fois-ci je m'y mets. Ou à votre date anniversaire, là j'ai 60 ans, c'est bon, je m'y mets 50 ans, 40 ans, à partir de maintenant. Et souvent 3 semaines après, c'est déjà oublié, disparu. Et c'est dur pour nous. Parce qu'on a essayé combien de fois on a dit 7 fois je suis motivé, 7 fois j'ai la bonne motivation, 7 fois je suis tombé amoureux, 7 fois j'ai eu une maladie, etc. Et combien de fois on échoue encore et encore. Je pense aux pauvres personnes qui cherchent à arrêter de fumer, par exemple, et ça semble tellement dur. Pourtant, il y a de la motivation et ça semble tellement dur de tenir dans le temps. Et parfois, il suffit d'une rechute, ou à tous les gens qui cherchent à perdre du poids, etc. Donc la motivation, c'est quelque chose, c'est l'être humain qui est absolument fondamental. C'est grâce à ça qu'on va construire nos vies et qui font qu'on a des vies entre guillemets réussies. Pourquoi je dis entre guillemets? Parce que qu'est-ce que c'est qu'une vie réussie? Ça dépend de chacun. Qu'est-ce que moi j'estime qui est mon équilibre, et quand je serai sur mon lit de mort, quels sont les paramètres qui font que j'estime que c'est une vie réussie? J'en profite pour dire, on est toujours dans cette dimension de la motivation, de l'attitude intérieure, qu'il y a eu un chercheur ou une chercheuse plutôt américaine qui a fait justement cette étude, qui est allée dans les centres de soins palliatifs et qui est allée passer des jours et même des années à recueillir auprès des gens un peu les remords et les regrets. Qu'est-ce que vous regrettez de ne pas avoir fait et quels sont les remords que vous regrettez d'avoir fait? Et elle a écrit un livre et elle a vu qu'il y avait une sorte d'universalisme, alors peut-être américain parce qu'elle a fait ça aux États-Unis, ce serait peut-être différent dans d'autres pays, en Afrique, en Asie ou ailleurs, parce qu'il y a d'autres valeurs, il n'y a pas que les valeurs occidentales, mais quelles sont les choses qu'on regrette le plus de ne pas avoir fait et qu'est-ce qu'on aurait voulu faire dans notre vie? Et donc évidemment, vous doutez bien que les gens ne disent pas j'ai pas assez regardé de séries télé, mais plutôt des styles, des genres, et alors je ne les connais pas, mais il y a 5 points majeurs. Un des points, c'est passer plus de temps en famille, à partager avec mes proches et des choses comme ça. Ça, c'est un des points majeurs. Bon, il y en a d'autres, désolé, je ne pense pas qu'il y ait dedans j'ai pas assez passé d'heures au bureau et j'ai passé trop d'heures à jouer avec mes enfants. Ça n'existe pas. Mais il y a d'autres choses comme ça qui sont fascinantes. Denison, lui, a étudié aussi un peu. Quand je dis qu'il a étudié, c'est un peu, étudié un petit peu des choses au niveau de la médecine chinoise. Tout d'un coup, paf, Paul, tu passes de la motivation de Deci Ryan, de la science moderne, à la médecine chinoise. Et oui, pourquoi? Parce que c'est intéressant de voir ce qui se passe en Orient. Je viens de dire que les valeurs que l'on a les regrets qu'on peut avoir sur notre lit de mort sont certainement pas les... Peut-être que oui, peut-être que c'est universel, mais ne sont peut-être pas les mêmes que des gens en Asie, en Amérique du Sud, en Afrique ou au fin fond du Kurdistan ou je sais pas quoi moi, Kurdistan. Et qu'il y a sans doute d'autres valeurs, et je ne parle même pas des tribus qu'il y aurait au Brésil encore, qui resteraient encore ou quoi, quel est leur système de valeurs et quelles sont les choses qu'ils regrettent de ne pas avoir fait, ou est-ce qu'ils vivent leur vie, et comment ils définissent autrement que nous, comment ils définissent ce qu'on appelle l'épanouissement personnel, etc., etc. Donc tout ça, c'est un vaste sujet, c'est passionnant. On imagine bien que, évidemment, nos déceptions et les choses, etc., sont aussi conditionnées par les valeurs que nous avons et les valeurs que la société nous dit qu'il est bon d'avoir ou pas. Donc,
Denison, il est allé aussi voir ce qui se passe un peu ailleurs parce qu'il s'est formé à des techniques de massage. On pense au shiatsu, on pense à ces différentes approches qui nous proposent pas mal de choses. Je vous ai dit que Denison, il a fait partie vraiment, il était au plein cœur du bouleversement de la révolution culturelle qui est arrivée par la Californie dans les années 60. Il a eu son doctorat en 69 et puis il y a eu tout le bouleversement des années 70 et il était là en plein cœur. Il a eu son doctorat en 69, il a créé son approche et ses études, enfin ses recherches qui ont abouti à l'éducation kinesthésique, il les a fait dans les années 70. Ça a abouti en 1981 à l'éducation kinesthésique. Donc il a été au cœur de tout ce bouleversement-là et à cette époque-là, il y a eu un peu l'émergence de la médecine chinoise, qui est apparue avant, bien entendu, chez nous, qui était connue avant, au XIXe siècle, avec les jésuites qui sont allés christianiser la Chine et qui sont revenus en fait avec les corpus de la Chine, le Yiking, etc., etc. Mais ça a eu une certaine mode et popularité au XIXe siècle et début du XXe siècle, etc. Mais au niveau de la culture, au niveau de... Vous pensez au yoga, par exemple. Le yoga a explosé dans les années 70, c'était inconnu avant ça, ou de quelques très rares personnes. Et puis dans les années 70, la révolution culturelle, et maintenant il y a du yoga, mais je sais pas, dans toutes les MJC, en tout cas dans le monde occidental, partout, il y a du yoga. Donc Denison a eu une petite influence au niveau du yoga qu'il a pratiqué, de la médecine chinoise. Et c'est très intéressant parce qu'en médecine chinoise, on a ces différents circuits énergétiques qu'en Occident on appelle méridiens, mais qui ne s'appellent pas du tout comme ça en chinois. On dit que c'est lié à des organes. En Chine, on n'appelle pas les méridiens d'après le nom des organes, etc. Dans un épisode de podcast, j'ai parlé de tout ça, j'ai pas envie de le refaire. Mais ce qui est important, c'est qu'évidemment en Chine, ils font un lien entre les différents organes du corps et alors ce que nous on appelle émotions. Mais ce n'est pas vraiment considéré comme une émotion, ce n'est pas le même mot en chinois pour parler des émotions, pour parler des états de l'âme, on va dire. Donc c'est un peu différent, c'est pour ça que Paul Denison va vite parler de l'attitude, de notre attitude. Mais en gros, si on veut reprendre un peu les idées de la médecine, là le vent se met à souffler très très fort, donc je ne sais pas ce que ça donne au niveau du micro, je suis face au vent qui souffle fort, donc je protège le micro, j'ai une je ne sais plus comment ça s'appelle, une bonnette, un hérisson, un petit truc en poil sur le micro pour éviter le vent, mais je ne sais pas jusqu'à quel point c'est efficace. Mais je vais bientôt arriver à un endroit plus abrité. En médecine chinoise, ça va être très intéressant. C'est associé aux organes. Exemple, le tube digestif, c'est quoi son rôle? C'est l'assimilation. Et bien donc en médecine chinoise, l'émotion, entre guillemets, l'état associé au tube digestif, c'est l'assimilation. Une autre manière de dire les choses, c'est si quelqu'un vient avec des difficultés au niveau du tube digestif, on va pouvoir lui parler de sa capacité à assimiler dans la vie, aussi bien assimiler les informations que assimiler les nutriments. Le cœur est associé à l'amour inconditionnel. L'amour conditionnel, c'est pas de l'amour, mais on va dire ça comme ça, à l'amour inconditionnel, au fait d'aimer sans condition. Et donc on peut, et d'ailleurs nous même en Occident on dit ça, j'ai des problèmes de cœur pour dire des problèmes amoureux. En Chine on retrouve la même chose. L'estime de soi est associée au poumon. Voilà, le fait de s'estimer correctement, et pas trop, sinon c'est l'excès, et donc c'est l'ego, etc. Donc il y a l'estime de soi qui est associée au poumon. On va avoir la rate qui est associée à la réflexion, au fait de trop réfléchir, les soucis. Je me rappelle une fois une expression du sud de la France, ils disent se mettre la rate au courbouillon. Voilà, ça veut dire se faire du mouron, avoir la rate au courbouillon. Voilà. En Chine, on dit ça aussi, les soucis associés à la rate, etc., etc. Donc il y a 12 circuits énergétiques majeurs en Chine, et chacun de ces circuits énergétiques sont associés à une attitude, une émotion, un état d'âme spécifique. Et en médecine chinoise, pour eux, c'est tout aussi important cette composante émotionnelle, on peut employer les mots occidentaux, que la composante corporelle. Donc si quelqu'un a un, entre guillemets, méridien du cœur que le médecin chinois a diagnostiqué comme en déséquilibre, il va tout aussi bien pouvoir parler de l'organe cœur que de l'amour inconditionnel, que des aliments associés, que de la couleur associée, que de la saison associée, que de tout un tas de choses. Donc c'est extrêmement vaste. Donc on a ces 12 circuits énergétiques associés à 12 états d'âme, en quelque sorte, ou émotionnels. Et Denison
à lister un peu ça. Et ça va créer la base de ce qu'il appelle l'attitude. C'est-à-dire qu'il va y avoir 12 attitudes, alors qu'on va appeler positive et négative, avec une contrepartie négative et une contrepartie positive. Je vais juste donner l'exemple, je viens de parler de la rate en médecine chinoise qui est associée au souci. Alors, quand le circuit énergétique de la rate est déséquilibré, les gens ont une croyance que le souci est nécessaire à la vie. Si je cesse de m'inquiéter, je vais mourir. Pour exister, j'ai besoin d'avoir des soucis, des soucis, des soucis. Et quand on regarde certaines personnes, pour certaines personnes, on a l'impression que c'est vrai. Il faut toujours qu'ils aient de l'inquiétude, qu'ils s'inquiètent de quelque chose, qu'ils aient des soucis pour exister. Comme s'ils recherchaient le souci. J'existe à travers les soucis, à travers le fait de vouloir en permanence chercher à résoudre des problèmes et des soucis. Quand ce circuit énergétique, ce méridien, ce circuit de la rate, qui ne s'appelle pas comme ça en chinois, je tiens à le redire encore, est équilibré, l'attitude que l'on a est plutôt je me détends, je fais de mon mieux et la vie est belle. Voilà l'attitude de la rate, c'est je me détends, je fais de mon mieux et la vie est belle. Opposé à le souci est nécessaire pour me sentir exister. Et donc on va en avoir 12 attitudes comme ça. Et c'est hyper important. Vous voulez que je dise le cœur? Le cœur, c'est lié à l'amour, c'est lié à je sais qui je suis. Et c'est aussi éviter le perfectionnisme. Donc c'est faire de mon mieux est suffisant. Alors qu'en état de déséquilibre, c'est pour être aimé, il faut que je sois parfait. Il faut qu'on m'aime coûte que coûte. Et il faut que je sois parfait. Évidemment, c'est une vie faite de malheur, ça. Nul n'est parfait. Et pour être saint, pour être un saint, il faut être mort. Donc de notre vivant, on ne peut pas être parfait. Personne ne peut être saint. Même Teresa. Pour les plus vieux, Mère Teresa, c'était une sainte. Non, on ne peut pas être sanctifié, on ne peut pas être canonisé tant qu'elle n'est pas morte. Donc tant que tu es vivant, on ne sait jamais. Donc nul ne peut être parfait de son vivant. Voilà. Donc le cœur, voilà. Bon, bref, il y en a comme ça 12. Et donc ça va être très intéressant d'avoir en tête ces différents, on pourrait dire, ces différents types d'attitudes. Alors évidemment, en psychologie, vous savez très bien le nombre de tests et de milliers de tests qui disent voilà, il y a les gens qui sont introvertis, extrovertis, il y a les gens qui sont comme ci, les gens qui sont comme ça. Ce qui aujourd'hui est plus validé scientifiquement, c'est ce qui s'appelle les Big Five. Alors, je ne vais pas parler de ça, mais le test psychologique le plus validé scientifiquement aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le Big Five. Voilà, ce qui est considéré comme ce qu'il y a de plus scientifique. Les 5 traits majeurs de caractère. Ce n'est pas le sujet de ce podcast, je ne vais pas en parler, mais c'est quelque chose qui est important à étudier, à comprendre. Évidemment, il y a une interaction. On imagine de 0 à 100% sur chacune des attitudes de ce Big Five. Et donc il y a 5 traits de caractère. Alors certains argumentent, il y a eu des chercheurs qui ont parlé d'un 6e, mais bref, on va dire les 5, c'est plus communément accepté. Et donc je peux être de 0 à 100 sur chacun de ces 5. Un certain pourcentage, on va dire de 0 à 10. Et donc ça fait des personnalités très variées. Et on a tous l'influence de l'un ou l'autre de ces Big Five, 5 traits de caractère qui sont majeurs. Introverti, extroverti étant un de ces 5 points, mais évidemment il y en a 4 autres, ils sont très importants. Si ça vous intéresse, vous tapez Big Five et vous aurez des choses là-dessus. Denison, lui, c'est plus basé sur la médecine chinoise, et c'est pas les Big Five, c'est les Big 12, les 12 traits de caractère. Alors pourquoi c'est important? Parce que quand quelqu'un vient nous voir dans notre cabinet, son état d'esprit, le vocabulaire qu'elle emploie, les mots qu'elle emploie, va nous donner beaucoup d'informations sur son fonctionnement. Et on va peut-être identifier qu'elle est dans le trait, si je puis dire, entre le souci est nécessaire à la vie. Et c'est intéressant de connaître, entre guillemets, l'opposé qui est je me détends, je fais de mon mieux et la vie est belle. Et donc voilà, Denison estime qu'il faut s'assurer que quand on travaille avec quelqu'un, oui, il faut que la latéralité, le centrage, la focalisation, la régulation corporelle, etc., fonctionnent correctement. Mais si à l'intérieur de moi, il y a une attitude, que je vais dire ici négative, ça ne marchera pas. Combien de fois j'ai dû faire face à des enfants qui sont traînés dans le cabinet et dont les parents disent voilà, il a des problèmes de ci et ça, occupez-vous-en, mais il n'est pas motivé. L'enfant n'a rien à faire de ça. Lui, ce qu'il veut, c'est les jeux vidéo, c'est la musique, c'est je sais pas quoi. Comment on fait là? Comment on fait? Ça sert à rien, l'enfant disait ouais, il est intelligent. Moi, toute ma vie, j'ai eu ça. Élève intelligent devrait réussir. S'il se donnait la peine, Paul devrait peut mieux faire. C'est qu'il veut pas, n'est pas motivé. Comment on fait? Comment on fait?
Et ce qui est plus surprenant, donc là on comprend bien dans l'état des enfants, on dit ouais, les enfants ils s'intéressent à autre chose, ils s'en foutent de l'école, etc. Ok, on peut le comprendre. Ce qui est le plus surprenant et fascinant, c'est que des adultes viennent nous voir, prennent eux-mêmes rendez-vous, sont motivés par des difficultés qu'ils rencontrent dans leur vie. Donc c'est eux-mêmes qui font la démarche. Ils vont payer eux-mêmes, ils sont motivés, tout comme ils sont motivés pour aller à la salle de gym. Et puis qu'en discutant avec eux, on se rend compte que il y a une attitude intérieure qui rentre, on parle de conflit, il y a un conflit intérieur qui fait que d'un côté je veux, mais d'un autre côté, il y a quelque chose qui m'empêche d'aller par là. Une valeur, une émotion, quelque chose qui m'empêche d'aller dans la direction où je voudrais pourtant aller. Il y a une explication que j'aime beaucoup, c'est de dire que si on lance dans l'univers, dans un endroit où il n'y a aucune restriction, alors peut-être dans l'espace, quelque chose, si on lance quelque chose, vous allez dans l'espace, là où il n'y a pas d'air, donc il n'y a pas de frottement, il n'y a pas de restriction, on est loin de la planète, il faudrait aller loin des planètes et loin des étoiles, de telle sorte qu'il n'y ait pas d'attraction, et on lance quelque chose. Vous avez une balle de, on va la faire à l'américaine, une balle de baseball, et vous lancez la base de baseball. Elle va aller jusqu'à l'infini, enfin jusqu'au bout de l'univers, elle ne s'arrêtera pas. Elle ne peut s'arrêter, cette balle, que s'il y a une force de friction, soit de l'air, soit la gravité. Quand moi je lance ma balle de tennis, ou ma balle de golf, ou ma balle de baseball, eh bien, comme on est sur la planète Terre, il y a la friction de l'air qui fait que la balle ne peut pas aller aussi loin que je le souhaiterais, et aussi elle va retomber par terre, parce qu'elle est attirée par la force de gravité. Donc on a là deux forces, la force de gravité et la force de friction, qui freinent et finissent par arrêter la balle. Donc moi j'ai dépensé de l'énergie pour envoyer cette balle, mais des forces de friction ont empêché la balle de continuer sa course infinie. Eh bien c'est exactement la même chose. Alors, je vais vous surprendre, j'ai appris cette théorie dans un bouquin que j'adore, qui est mon meilleur bouquin de gym, de muscu que je connaisse, à mon sens, s'appelle en anglais Convict Conditioning, et ça s'appelle en français l'entraînement du détenu. C'est comment les gars s'entraînent en prison, où il n'y a pas de place, etc. Comment ils font? Il n'y a pas de poids, il n'y a pas de salle de gym et tout. Comment font les détenus pour s'entraîner en prison et être en santé? Et il y a un chapitre sur le mental, etc. Et c'est très intéressant parce que ce livre a été écrit par quelqu'un qui a fait 19 ans de prison et qui a travaillé toute sa vie avec les prisonniers et en prison. Et c'est très intéressant cette psychologie, parce que la psychologie de moi, de vous, c'est une chose. Comment ils font les gars? Non, sincèrement, pour survivre 19 ans en prison, ou même 1 an ou 2 ans en prison. Pour moi, c'est délirant. Comment psychiquement? Et évidemment, il y a des tas de gens qui se suicident, il y a des gens qui sortent détruits de la prison, etc. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est d'observer les gens qui ont passé un temps fou en prison. Donc on imagine déjà, si on est allé en prison, c'est que on a bien souffert dans la vie, on a fait des conneries, on a vécu des choses douloureuses qui nous ont conduits en prison. Donc déjà, le démarrage, c'était chaud. Puis on a vécu en prison un certain nombre d'années, ce qui est terrifiant, qui broie les humains, etc. Mais néanmoins, il y a un certain nombre de gens qui se sont, on pourrait dire, reconstruits en prison. On imaginerait que ce serait ça l'idéal, que les prisons soient un endroit où les gens puissent se reconstruire et sortir mieux qu'ils ne sont rentrés. Mais je pense que 99,99% du temps, allez, je sais pas, je suis pas éducateur, mais on va dire, dans la majorité des cas, c'est le contraire qui se passe. Les gens étaient déjà bien déglingués en rentrant et ressortent encore pire. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de voir les gens qui, au contraire, ont réussi une résilience phénoménale en prison. Certains, peut-être, c'est par la religion, d'autres, c'est par la pratique de différentes activités, etc. Bref, ici, on parle de gens, d'un bonhomme qui s'appelle Paul Wade, W-A-D-E, quel super prénom, Paul Denison, Paul Wade, Paul Landon. La liste est longue. Désolé pour cet aparté. Et il a écrit ce livre Convict Conditioning, entraînement du détenu. Donc c'est très intéressant, moi j'adore ce bouquin, il y a 3 tomes, j'ai les 3 tomes, je les ai beaucoup étudiés et tout. Je ne pratique pas suffisamment pour être costaud comme les photos qu'on voit dans le livre, mais dans ce chapitre sur la psychologie, et je trouve ça très intéressant parce que c'est lui qui donne cette idée de je lance une flèche qui ne s'arrêtera jamais s'il n'y avait pas des choses qui m'attirent ailleurs, des forces de friction, de forces de gravité, etc. Et lui, il fait le parallèle avec la psychologie. Il dit voilà, si j'ai une motivation, si j'ai une attitude à l'intérieur de moi, cette attitude, elle va continuer indéfiniment, sauf si elle rencontre des forces de friction. Or, on va se dire, allez, vas-y, dis-moi les forces de friction, c'est quoi? Et on s'attend à ce que ce soit des choses externes à nous. Eh bien non, il va lister 6 forces de friction, et ces 6 forces de friction sont toutes des forces internes. C'est-à-dire qu'il dit,
notre motivation qu'on a, la plus forte, la plus grande qu'on puisse avoir en nous, qu'est-ce qui va faire retomber notre flèche de la motivation? Ce sont des attitudes intérieures, des frictions internes que l'on a. Et il en liste comme ça 6. Et ça, c'est hyper intéressant. Et je trouve ça génial qu'un gars qui a passé 19 ans en prison dise, voilà, qu'est-ce qui nous bloque dans la vie? Ce sont nos restrictions intérieures. Et quelle attitude avoir? Donc, par exemple, une des restrictions, c'est de dire, je suis trop vieux, à mon âge, c'est trop tard. Combien de fois, mais vous n'avez pas idée, dans mon cabinet, j'ai rencontré ça. On est bien dans la dimension de l'attitude, de chez Denison, de la dimension de la motivation, on est à fond dedans. Combien de fois j'ai rencontré dans ma vie des gens qui disent « à mon âge, c'est trop tard, de toute façon, etc. » Des gens qui ont 30 ans. Il y a des gens de 30 ans qui m'ont dit « de toute façon, à mon âge, c'est trop tard. » Combien de parents, parce que moi je vois les enfants, j'ai vu, pendant 25 ans, j'ai vu des enfants dans mon cabinet en difficulté d'apprentissage, ils sont amenés par des parents. Combien de fois je dis, vous allez faire les mouvements ensemble, ça va faire du bien à votre enfant, et vous aussi pour la concentration, ceci, cela. Mais le nombre de parents qui disent, non, c'est trop tard à notre âge. Parce que pourquoi? Dans leur tête, ils ont échoué à l'école, donc ça ne sert plus à rien, c'est fini. Comme si l'apprentissage, c'était que l'école, comme si la vie n'était pas un apprentissage. Ils disent, c'est trop tard. Nous, c'est trop tard. Les gens, ils ont 30 ans. Voilà, une des forces de friction, c'est de se dire c'est trop tard. Évidemment, si tu veux être champion du monde de saut à l'élastique, non, c'est pas un bon exemple que je vous ai donné. Bon, champion du monde de n'importe quel sport que tu veux, ou si tu veux être le plus grand interprète musical, c'est certain que si tu n'as pas forgé ton cerveau, modelé ton cerveau dès la petite enfance, alors selon les experts on dit 6 ans, 7 ans, 8 ans, si tu n'as pas commencé très tôt dans l'enfance, oui, tu ne pourras pas être aussi performant parce que le modelage initial du cerveau est si important, si malléable, si fort, si puissant. Mais ça continue tout au long de notre vie. Évidemment, si vous voulez être le champion du monde et que vous, par exemple là, je viens de me mettre à l'apnée, si je veux être champion du monde d'apnée en commençant à 57 ans, ça ne va pas être possible. Même dans la catégorie des seniors, ça ne va pas être possible. Pourquoi? Parce que je n'ai pas été sportif toute ma vie, je n'ai pas développé un certain nombre de compétences, ceci, cela. Il ne faut pas rêver. Mais est-ce que je peux me faire du plaisir et développer mes compétences? Mais énorme. Au mois de septembre, ma capacité maximale où je pouvais retenir ma respiration, c'était à peine 1 minute. Et une semaine après m'y mettre, je suis passé à 2 minutes 30. Donc c'est énorme. Rien que cette progression, je dis waouh. Bon, on est capable. Est-ce que je serai capable de retenir ma respiration 5 minutes? Il y a peu de chance, il y a très peu de chance, mais il y aura une amélioration, et puis j'ai appris du calme, et puis j'ai appris des choses, et puis si tu dis c'est trop vieux, c'est foutu, mais la vie est terminée avant que tu l'aies commencé, parce que c'est toujours trop tard. On se dit, je commence la musique à 14 ans, mais oui, mais j'aurais dû commencer à 8 ans. D'autres, ils disent, si tu n'as pas commencé à 5 ans, c'est trop tard. Non, mais ça n'a pas de sens. Mais j'ai arrêté de fumer, trop tard pour arrêter de fumer, mais j'ai lu une interview récemment de Hugo Frey, qui, vous savez, qui a 95 ou 96 ans maintenant, qui est encore en tournée, qui est bien actif, qui écrit de nouveaux albums, qui écrit des bouquins et tout. Il a 96 ans. Et dans l'interview, les gens disent comment vous faites et tout. Il dit mais j'ai arrêté de fumer très tôt, vers 40 ans. Et donc 40 ans, c'est très tard, bien sûr, pour arrêter de fumer. Mais donc voilà, tout est relatif. Il est marié avec une petite jeune. Oui, cette petite jeune, elle a 55 ans. Oui, quand tu as 96 ans, 55 ans, c'est une petite jeune. Mais bon, quand tu as 20 ans, 55 ans, c'est grabataire de ton point de vue. C'est un vieillard à 55 ans. J'en ai 57 au secours. Donc tout est relatif. Donc voilà, une des forces de friction, c'est de se dire c'est trop tard, je suis trop vieux, etc. Donc il en liste 6. Ici chez Denison, on va avoir ces 12 attitudes qui sont très importantes. Désolé pour le bruit qui était dû au vent. Mais voilà. Donc c'est une dimension hyper importante à avoir à l'esprit. L'attitude intérieure. Encore une fois, travailler le corps, c'est indispensable, la respiration, c'est indispensable, l'alimentation, c'est indispensable, la latéralisation, le schéma corporel dans tous ses points, la relaxation, tout ça est majeur, tout ça est important, tout ça est en plus la plupart du temps sous-estimé, mais on ne peut pas mettre de côté l'attitude intérieure qu'a quelqu'un. Et c'est ce qu'en éducation kinesthésique, on appelle la dimension de la motivation. Qu'est-ce qui me fait aller de l'avant? Qu'est-ce qui me motive? Alors, en éducation kinesthésique, Brain Gym, et en IMP, puisque l'IMP s'est construit sur ce paradigme éducatif du Brain Gym, puisque j'étais d'abord professeur de Brain Gym, etc. On a tout un tas de stratégies,
toute notre séance, toute notre manière de faire les choses, depuis l'accueil téléphonique, quand on prend nos rendez-vous avec les gens au téléphone, jusque ils ont fait la séance, ils rentrent chez eux, etc. Toute notre organisation de séances, une séance et puis des séances, est organisée donc autour de cette notion de motivation. Comment on fait pour que les gens restent motivés dans la vie, pratiquent à la maison et finalement obtiennent les résultats qu'ils veulent obtenir. Une des premières choses qu'on fait, mais là le podcast serait hyper long parce que c'est toutes les... je veux dire, on est dans chaque séminaire d'IMP, donc depuis l'alphabet du mouvement, connexion primordiale, la kinésphère, né pour aimer, et puis LAV, ça veut dire latéralité, apprentissage et vision. Dans tous ces séminaires, on voit un certain nombre de choses, de techniques, de mouvements, de techniques de remodelage, un certain nombre de réflexes de vie, de réflexes archaïques, etc., etc. On voit un certain nombre de choses et on distille stage après stage, tout ce paradigme éducatif. On donne un certain nombre de choses à mettre en place dès l'alphabet du mouvement, on en donne un peu plus dans connexion primordiale, des notions supplémentaires dans la kinésphère, et ça c'est la spécialité de Ludivine. Ludivine, ça fait 10 ans qu'elle travaille, ça fait plus de 10 ans qu'elle travaille, mais ça fait 10 ans qu'elle s'est concentrée sur la motivation, les gens, cette attitude intérieure, qu'elle a fait des formations en coaching, des formations en différentes choses, etc., pour aller comprendre les ressorts de tout ça. Elle connaît beaucoup mieux que moi, par exemple, toute la théorie de Deci et Ryan et la manière d'aller stimuler la motivation intrinsèque, etc. D'ailleurs, je crois qu'elle a fait publicité sur le site internet Ressources Primordiales, ressourcesprimordiales.com. Dans webinaire, il y a un onglet webinaire et elle a un petit atelier de 3 heures qu'elle a animé avec une collègue collaboratrice psychomotricienne qui sont toutes les deux, elles ont fait un boulot génial sur comment faire en sorte que les gens pratiquent à la maison, comment créer les ressorts de la motivation. Et donc là vous avez, ça coûte pas très cher, vous avez 2 ateliers qui donnent plein de choses sur ce sujet-là. Voilà, la pratique d'activité à la maison et tout, et ça vaut vraiment le coup. Mais dans les stages, on distille pas mal de choses là-dessus. Donc, et une des choses qu'on fait, c'est évidemment qu'on travaille sur objectif. Et l'objectif doit être positif, actif, clair, énergisant. Et le dernier point, le E de énergisant, c'est le plus important ici. C'est comment trouver des ressorts qui vont énergiser la personne, lui donner de l'énergie et pas lui en enlever. Si ce que je fais me demande une dépense d'énergie, alors je ne vais pas réussir à tenir dans la durée. Donc il va falloir que je fasse des choses qui me donnent de l'énergie au quotidien pour pouvoir continuer à faire ce que je fais. Si ça me demande un effort plus que ça m'apporte d'énergie de faire une chose, eh bien vous comprenez que dans la balance, ça ne va pas marcher. Donc on va tenir compte de tous ces paramètres-là. Cette dimension de la motivation, en fin de compte, il n'y a pas en IMP, il n'y a pas un cours où on dit bon ben voilà, la dimension de la motivation, c'est comme ça qu'on fait. Non, cette dimension de la motivation est inclue très fortement, est à la base, c'est la colonne vertébrale de tout ce qu'on fait, dans ce qu'on appelle, nous, le paradigme éducatif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on a formé des tas de gens qui, par exemple des kinésithérapeutes, des ostéopathes, des orthophonistes, etc., qui font, ah bah zut, là, il y a taille l'herbe, bon, qui font pas forcément les techniques d'IMP, de réflexes et tout qu'on peut enseigner, mais qui ont pris le paradigme éducatif. Autrement dit, il y a des gens qui viennent nous voir, qui sont devenus des kinés éducatifs, des ostéos éducatifs, des orthophonistes éducatifs, en tout cas plus qu'il était avant, qui vont utiliser ces ressorts de la motivation et du paradigme éducatif. Donc je vais m'arrêter là, en plus on va arriver à la soufflette là, des feuilles. Je vous remercie de m'avoir suivi pour cet épisode. Je crois qu'il nous reste encore une dimension à couvrir, peut-être 2, peut-être une. En tout cas, merci beaucoup et à très bientôt.